Hello tout le monde, je m'appelle Orlanza, je fais une thèse en mathématiques et je travaille sur l'optimisation d'algorithmes d'apprentissage automatique quantique appliqués à la détection de malware en cybersécurité. Déjà, je vous rassure, le but de la vidéo n'est pas de parler de mathématiques ou d'optimisation ou je ne sais de quoi, mais de faire une introduction que je vais appeler introduction au profane à l'apprentissage automatique quantique. Dans la suite, vous allez remarquer que au lieu de dire apprentissage automatique, j'utiliserai le terme anglais machine learning. Et lorsqu'il faudra dire apprentissage automatique quantique, je dirai quantum machine learning, son choix d'appellation personnelle. Avec l'invention de l'ordinateur, l'homme a été capable d'utiliser ce dernier pour la résolution de problèmes qu'il ne pouvait pas résoudre lui-même et qu'il qualifie de problèmes complexes. Mais pour cela, il fallait déjà d'abord que l'homme sache quelle est la solution au problème qu'il tente de résoudre, et puis écrire des lignes de code de la solution et passer à l'ordinateur afin que ce dernier résolve le problème à partir de ces lignes de code. C'est la programmation informatique traditionnelle. Cependant, cette méthode commença très rapidement à trouver des limites face à la complexité du monde réel dans lequel nous vivons. Comment prévoir et coder explicitement toutes les règles nécessaires pour résoudre soit des problèmes beaucoup plus complexes, soit des problèmes dont on n'a pas encore de solution? C'est dans l'optique de répondre à cette question que l'idée de machine intelligente commença à être développée, et cette idée conduit à la naissance de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle représente juste le développement de systèmes informatiques capables de simuler les habiletés humaines telles que la perception visuelle, la reconnaissance visuelle, la prise de décision, la traduction de langue, et j'en passe. Le domaine de l'intelligence artificielle s'est développé avec les années et se subdivise en plusieurs branches, parmi lesquelles le machine learning, qui est juste cette branche-là de l'intelligence artificielle qui se base sur l'utilisation d'un ensemble de données pour amener une machine à simuler les habiletés. Pour faire une analogie avec la programmation informatique traditionnelle, quand dans cette dernière, la solution au problème spécifique qui nous intéresse est connue et programmée, puis passée à l'ordinateur, le machine learning, ce qui est passé à l'ordinateur, c'est un ensemble de données sur des problèmes du même type que le problème qui nous intéresse. La tâche de la machine sera de faire une sorte d'apprentissage à partir de ces données pour être capable de prédire des solutions sur des données inédites. Puisque la machine apprend à partir de données, la performance d'un modèle de machine learning dépend entièrement du type de données que nous avons en notre possession. Et plus le problème est complexe, plus la base de données nécessaire pour résoudre le problème est énorme. Le machine learning a fait ses preuves ces dernières années et trouve ainsi ses applications dans plusieurs domaines. Cependant, le machine learning commence à être bouffé en ressources, c'est-à-dire en temps et en stockage, plus les données liées à la complexité du problème augmentent. Dans le cas de la détection de malware, par exemple, les cybercriminels développent de nouvelles attaques en permanence. Leur prédiction par modèle de machine learning va nécessiter le développement de modèles de machine learning puissants pouvant s'adapter à la base de données des malwares qui va devenir robuste plus les attaques deviennent diverses. Le développement de tels modèles devient complexe avec nos ordinateurs actuels appelés ordinateurs classiques. Ce problème lié donc à nos ordinateurs classiques est une des limites du machine learning à ce jour. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce une raison pour abandonner tellement le machine learning pour se tourner vers un autre domaine? Eh ben non, puisqu'une science qui promet d'avoir des ordinateurs plus performants et beaucoup plus rapides que nos ordinateurs classiques actuels est en cours de développement. Il s'agit de l'informatique quantique. En informatique non quantique, qu'on appelle généralement informatique classique, l'unité fondamentale de l'information est le bit, pouvant prendre soit la valeur 0, soit la valeur 1. En informatique quantique, cette unité fondamentale est appelée qubit pour quantum bit et peut non seulement prendre les deux valeurs 0, 1 comme le bit classique, mais en plus peut également avoir ces deux valeurs simultanément ou au même moment. C'est la superposition quantique. Cette superposition quantique est propre à tous les systèmes quantiques qui peuvent avoir plusieurs états au même moment. Pour vous montrer la différence entre le bit classique et le quantum bit, prenons l'exemple d'un nombre binaire de 3 bits. En informatique classique, nous avons 2 à la puissance 3 égale 8 combinaisons possibles. Nous avons 0, 0, 0, 0, 0, 1 jusqu'à 1, 1, 1. Un processeur classique de 3 bits pourra donc travailler avec une de ces combinaisons séparément.
Cependant, avec un processeur quantique de 3 qubits, nous avons également ces 8 états. Ces 8 états pourront être traités au même moment et pas de manière séparée. Donc, théoriquement, l'ordinateur quantique de 3 qubits pourrait calculer 8 fois beaucoup plus vite qu'un ordinateur classique de 3 bits. Est-ce donc grâce à la superposition quantique que l'ordinateur quantique serait théoriquement plus puissant que l'ordinateur classique? Eh bien, pas vraiment. Je m'explique. En physique quantique, un système reste dans un état de superposition tant qu'on n'effectue pas de mesure sur lui. Une fois qu'on effectue une mesure sur le système, il y a effondrement de la superposition et le système après la mesure se retrouvera dans un seul des états possibles. Donc, il adoptera le comportement d'un système classique. Et à la fin d'une expérience sur un système quantique, nous aurons toujours besoin d'effectuer une mesure sur le système afin d'extraire une information exacte sur une grandeur physique, car il est impossible de prédire avec exactitude l'état d'un système quantique sans avoir effectué de mesure. On comprend donc que bien que le système, avant la mesure, soit dans un état superposé, une fois qu'on va effectuer la mesure sur le système, on aura l'information que sur un seul des états possibles et perdre toutes les informations sur les autres états. Ainsi, dans un processeur quantique, bien que les opérations soient faites parallèlement, à la fin, en effectuant la mesure, on ne pourra récupérer l'information que sur un seul de tous les qubits et perdre l'information sur tous les autres qubits. On comprend ainsi que la superposition quantique seule ne suffit pas à rendre l'ordinateur quantique plus puissant que l'ordinateur classique. La conception d'un ordinateur quantique repose également sur un phénomène appelé intrication quantique. On définit généralement l'intrication quantique comme un phénomène au cours duquel des systèmes quantiques sont liés au point où la perturbation de l'état de l'un des systèmes entraîne instantanément la perturbation des états des autres systèmes, et ce quelle que soit la distance qui sépare les systèmes. La perturbation d'un système quantique est généralement causée par une interaction entre le système quantique et l'environnement. Cet environnement peut être un appareil de mesure qui, comme je l'ai dit, va modifier l'état du système en provoquant l'effondrement de la superposition et causer la perte de l'information sur les autres états superposés. Cependant, lorsque les systèmes sont intriqués, en effectuant la mesure sur un des systèmes, on va par la même occasion obtenir l'information sur tous les autres états. Pour la plus histoire, l'intrication a longtemps été au cœur des débats scientifiques. En effet, pour Albert Einstein, accepter l'idée de l'intrication quantique revenait à remettre en doute son deuxième postulat de la relativité restreinte qui dit que rien ne va plus vite que la lumière. Car pour lui, en perturbant un des systèmes, la perturbation des autres systèmes signifiait que le système perturbé au départ avait transmis une information aux autres systèmes de manière instantanée et donc l'information avait été transmise à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Cependant, quand il y a phénomène d'intrication quantique, les systèmes ne sont plus considérés de manière séparée mais forment un tout, ce qui signifie en fait qu'en perturbant un des systèmes du tout, on est en train de perturber tous les autres systèmes parce que tous les systèmes intriqués forment un seul et unique système. Avec l'intrication quantique, donc, on peut mettre en corrélation des qubits dans un processeur quantique, de sorte qu'en effectuant une mesure sur un des qubits, on recueille instantanément les résultats sur les autres qubits. C'est donc une combinaison de la superposition et de l'intrication quantique qui rend théoriquement l'ordinateur quantique plus puissant que l'ordinateur classique. Alors vous allez remarquer que depuis je parle de théoriquement, simplement parce que la conception d'ordinateurs quantiques plus puissants que nos ordinateurs classiques est encore théorique à ce jour. En effet, les grandes boîtes telles que Pascal, IBM, Google proposent depuis des années des ordinateurs quantiques, mais avec très peu de qubits utilisables. Utilisable dans le sens où un ordinateur quantique actuel proposé avec 1000 qubits par exemple utilisera 90% de ces qubits pour la correction d'erreurs et le reste sera utilisé pour le calcul quantique. Cependant, un ordinateur quantique avec peu de qubits utilisables n'est pas d'un grand intérêt comparé aux ordinateurs classiques. Ainsi, les ordinateurs quantiques puissants sont encore une technologie future en cours de développement. Le quantum machine learning est le développement actuel de modèles et algorithmes de machine learning pouvant être simulés par un processeur quantique. C'est un domaine très récent qui se prépare à accueillir la technologie future des ordinateurs quantiques et permettra d'avoir des modèles de machine learning beaucoup plus puissants que ceux connus actuellement. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir écouté.
N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez compris et ce que vous n'avez pas compris sur le quantum machine learning.